Bonjour, bienvenue au podcast La famille sans dessus-dessous. Je me présente, Hélène Corneau, intervenante communautaire famille à l'AFMR Maria-Chapdelaine. Je suis accompagnée de ma collègue. Jenny Boudreau, intervenante aussi avec Hélène. Donc, aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est la super solo-parentalité. Et nous sommes accompagnés d'une invitée spéciale, donc Esther. Bonjour Esther. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté de venir discuter avec nous de ce merveilleux sujet. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Dans le fond, la première question, c'est une question que tu n'as pas. Oh. C'est une question surprise qu'on fait à tous les qu'on demande à tous nos invités. Dans le fond, c'est quoi une famille pour toi? Oh, OK. Une famille pour moi. Une famille, c'est... En tout cas, il y a plusieurs strates de famille pour moi, mais ma première famille immédiate, moi, c'est certain que c'est moi avec mes enfants. Mm-hmm. Avec la solo-parentalité, vous comprendrez que c'est ça, c'est moi la maman et avec mes 2 enfants. Par contre, pour moi, la famille, c'est quelque chose qui est présent dans ma vie élargie, je vais le dire comme ça. Étant, il y a une petite famille, donc c'est mon frère, mon père, ma mère, même si elle est décédée, qui fait encore partie de nos vies, qu'on fait vivre encore parmi nous. Puis toute la famille élargie aussi. Là, je dis mon frère, mais avec ma belle-sœur, les enfants, les petits-enfants de ce côté-là aussi. Puis bien sûr, toute la grande famille, mon père. Puis on est très proches aussi, nous, de la famille élargie. Donc les frères et sœurs à ma mère, les frères et sœurs à mon père. Donc la famille, pour moi, c'est un noyau. C'est ce qui est à peu près... C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Pour me soutenir aussi, dans le fond. Là. Fait que oui, c'est une valeur fondamentale chez moi. Hein. C'est pour ça que j'en voulais une à tout prix. Oui, bien, c'est parfait. Effectivement, hein, c'est une belle question parce que justement, on aime ça la poser spontanément parce que chaque personne a sa définition propre. C'est pour ça qu'on aime bien la poser spontanément. On ne veut pas que les gens soient trop préparés. Trop préparés. Mais là, on en oublie. Hein, c'est des liens spéciaux, la famille. Donc, oui, c'est beaucoup d'amour, puis d'entraide, puis de support. Puis c'est important. Effectivement. Écoute, justement, suite à ta merveilleuse définition de famille, tu as parlé du fait que tu étais une mère solo avec 2 enfants. C'est quoi la solo-parentalité pour toi? C'est pas un concept que je connaissais au départ, dans le sens que aller jusqu'à il y a quelques années, je me définissais plus comme tout le monde, comme monoparentale. Puis à un moment donné, je suis tombée sur un article qui était plus français, je pense, en tout cas en Europe, et qui parlait de la définition de solo-parentalité, puis qui me rejoignait. Fait que dans le fond, pour moi, maintenant, la solo-parentalité, maintenant, c'est pas juste d'être monoparentale, c'est que mes enfants ont un seul parent. Fait que c'est solo-parental. Moi, aussi simple que ça, je le vois comme... mes enfants n'ont qu'un parent. Donc, pour moi, c'est ça. La solo-parentalité, c'est le fait d'élever des enfants, mais même des avoir conçus toute seule. Toute seule, vous comprendrez tantôt que c'est pas le Saint-Esprit. Non, c'est ça. Mais bon, c'est... Pas la cigogne. Non plus. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment le fait d'avoir un seul parent, en tout cas dans ma définition, à moi. Nous, on est allé chercher la définition, mettons, plus traditionnelle du dictionnaire, entre parenthèses. Puis c'est exactement ça, en fait. Là, c'est vraiment une situation dans laquelle une personne choisit d'avoir un enfant seule, malgré le fait qu'elle est sans partenaire, souvent en faisant appel à une technique de procréation médicalement assistée ou à l'adoption. On va en discuter plus tard, mais on va savoir, toi, tu as choisi quoi. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre la monoparentalité et la soloparentalité. Comme tu as dit tout à l'heure, effectivement, le fait d'être soloparental, c'est vraiment que les enfants, ils ont un seul parent. Puis ça implique un choix, en fait, aussi. Tu sais, si tu as pris la décision d'avoir des enfants seuls, sans avoir de partenaire. Puis, il ne faut pas oublier non plus que juridiquement, c'est ça, en fait, la soloparentalité, les enfants, ils ont un seul parent. Tu es le seul répondant, si on peut dire. Fait qu'on trouvait ça quand même important d'amener la vraie définition pour ceux qui se demandent. Tu l'as très bien nommé, mais j'appuie ce que tu dis. Merci. Sinon, pour la prochaine question, dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision, ton processus, tes émotions, tes craintes, le déclencheur de ta décision, un petit peu tout ce qui t'a amené, dans le fond, à faire ce choix-là, en fait? Okay. On remonte de loin, en fait, parce que moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai pas été
toujours célibataire dans ma vie, mais j'ai toujours eu le désir profond d'avoir des enfants, d'avoir une famille, d'avoir mon petit noyau familial à moi. Par contre, bon, les aléas de la vie ont fait en sorte que de relation en relation, j'ai pas trouvé le bon, probablement. Ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, mon horloge biologique me parlait fort. J'étais à une époque où j'étais célibataire depuis environ 1 an. Puis, c'était clair pour moi que je voulais avoir des enfants. Puis c'est ça, mon horloge biologique, là, tu sais, j'étais convaincue que je pouvais pas passer à côté d'avoir des enfants, de porter des enfants. Pour moi, c'était clair aussi, ce bout-là. Tu sais, j'avais besoin d'être une maman. Je me sentais déjà une maman dans la vie. Donc, c'est ça. Fait que suite à une rupture amoureuse, j'ai pris un moment quand même de recul, environ 1 an. Puis, c'est des démarches qui sont quand même assez longues. J'étais rendue à un âge plutôt avancé, que plusieurs diront, parce que dans ma solo-parentalité, je suis aussi quand même un peu plus âgée. J'ai eu mes enfants après la quarantaine. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à prendre la décision? Ça a été ça. C'est l'horloge biologique, mon âge. C'était viscéral pour moi d'avoir des enfants. Donc, j'ai mis mon nom sur une liste d'attente. Le déclencheur, en fait, ça a été ça. Ça a été suite à ma dernière rupture amoureuse. Ensuite, pour moi, c'était clair, vu mon âge, que je voulais pas me mettre à la conquête d'un procréateur, je vais le dire comme ça, ou attendre de retomber amoureuse, etc. Donc, j'ai décidé de foncer puis de fonder ma famille. Puis ça a été quoi, mettons, tes émotions à ce moment-là, tes craintes? Est-ce que tu avais des inquiétudes? Comment tu te sentais? T'sais, à l'idée de le faire, OK, là, tu te dis, je fonce, j'y vais parce que c'est vraiment ce que je veux, mais t'avais-tu des inquiétudes? Comment ça s'est... Oui, il y en a toujours un peu dans le sens, puis honnêtement, c'est difficile de tout anticiper le après. Par contre, le processus en soi, c'est quelque chose qui est inconnu. Fait que oui, il y a un peu de crainte, un peu de peur. Vu mon âge aussi, disons que la science n'était pas de mon bord. Puis, c'est un pensez-y bien. Là. Fait que ça a été quand même une décision très, très, très réfléchie malgré tout le contexte. Mais pas tant, dans le sens que c'était tellement clair pour moi que je voulais avoir des enfants que je fonçais un peu là-dedans, tête baissée. Là. C'était quand même un côté naturel aussi là-dedans, dans le sens que c'est tellement ce que tu voulais que ça a juste été « OK, je vais là, puis voilà. » Oui, c'était clair. C'était vraiment clair. Puis vous êtes encore jeune, mais vous allez voir qu'en vieillissant, on dirait que notre âge, la nôtre, on la voit plus. Donc, ça a été plus... d'un point de vue biologique, là, que les médecins, tout ça, nous expliquent quand même. Puis je le dirai tout à l'heure, les chances sont moins grandes, tout ça. Mais bref, pour moi, c'était clair que c'était pas un facteur pour me freiner là, dans ma démarche. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus, justement? Oui. En fait, là, moi, on reporte, là, c'est des démarches que j'ai faites. On recule, mettons, en 2012 environ, 2011-2012. Fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Là, je ne sais pas exactement les listes d'attente et compagnie. Au niveau du gouvernement aussi, ça a beaucoup changé. Moi, je suis allée dans une première étape à la clinique de fertilité à l'hôpital de Chicoutimi. À ce moment-là, on avait à peu près 1 an d'attente. Donc là, tu sais, oui, tu donnes ton nom, mais tu as encore 1 an pour y réfléchir. Puis après, il y a quand même des évaluations. Tu sais, là, tu passes une batterie de tests, bien entendu. Il y a des évaluations psychologiques aussi. Là, on rencontre 1 ou 2 fois une psychologue. Là, je ne me rappelle plus exactement. Ça fait quand même... longtemps, parce qu'eux aussi, ils veulent connaître les motivations profondes, etc., voir si on a un profil psychologique qui permet de faire la démarche. Là, je ne connais pas les critères. Remarque, moi, je lui parlais comme je vous parle aujourd'hui. Donc, il y a toutes oui, bien sûr, les tests. Là, je vais vous faire fi de tout le reste. Et c'est sûr que la première année était un peu plus difficile. T'sais, pour moi, toutes les inséminations étaient plus difficiles que le processus en fécondation in vitro parce que j'ai fait les deux. En insémination, à Chicoutimi, là, c'est ça. C'est avec les cycles naturels, malgré toutes les hormones qui nous font prendre. Là, c'est des protocoles bien établis, etc. Fait que, tu sais, c'est des voyages à Chicoutimi. Tu sais, c'est une implication de temps, là. Tu sais, on ne se le cachera pas. Il y a aussi, puis ça, dans le processus d'insémination, c'est la clinique qui s'occupait de trouver le donneur. Je vais le dire comme ça. Donc, là-dessus,
j'avais pas grand mot à dire, là. Tu sais, c'est vraiment la clinique, il n'y avait pas vraiment de critères, ces choses-là. Fait que ce qui faisait un choix de moins à faire. Je t'expliquerai tantôt, en fécondation in vitro, c'est un autre monde. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai fait 6 processus d'insémination dans 2 protocoles différents répartis sur un an. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi, ce protocole-là. Puis là, ensuite, il fallait il me recommandait d'aller en fécondation in vitro. Et à Chicoutimi, à l'époque, il y avait encore 1 an d'attente. Donc là, moi, j'ai dit non. Je ne réattends pas encore 1 an. Là, j'étais rendue à probablement autour de 39-40 ans. Là. Donc, je suis allée à la clinique OVO, pas pour leur faire de la publicité, là, mais parce que c'était la clinique à ce moment-là, à Montréal, qui était disponible. Puis, en fécondation in vitro. Puis, je suis allée de mémoire là, aux alentours du mois de juin 2013. Puis, je pense que c'est en juillet 2014 qu'on avait en tout cas, ça s'est allé très, très, très vite, là. Puis, je suis tombée enceinte rapidement à la première fois. Le premier processus est quand même plus parce que c'est l'extraction, c'est la stimulation ovarienne avec l'extraction des ovules. Ça, c'est le protocole qui est le plus dur physiquement, je dirais. Mais par la suite, après, ça se passe quand même relativement bien. Les chances n'étaient pas grandes pour une femme de mon âge déjà en fécondation in vitro. C'était genre 1 chance sur 3 que ça fonctionne. Oh, quand même. Hein? Puis moi, j'ai eu 2 en 2. Donc, je me considère très, très, très chanceuse, bénie de la vie, dans le sens que j'en voulais tellement. Donc, c'est ça. Fait que là, après ça, c'est tout le processus d'implantation. C'est encore d'autres techniques médicales. Là, je vous fais fi de tout le blabla médical précis, mais c'est quand même... faut faire un gros lâcher-prise. Parce que vous comprendrez que c'est ça. On joue dans notre intimité, hein? On va se le dire. Ça doit être beaucoup de stress aussi parce qu'on se le rappelle, tu as vécu ça toute seule, dans le fond. Mais là, ta famille, j'imagine qu'elle te supportait quand même. Oui. J'en parlais avec mes proches. La première fois, ma mère était toujours parmi nous. Ma mère est décédée dans mon 2e processus. J'étais enceinte depuis environ une semaine et demie quand ma mère est décédée. Mais oui, ma mère était très proche de moi, puis j'en parlais beaucoup avec ma famille, là, mon frère, ma belle-sœur et ma famille immédiate. Puis mes amis aussi, bien entendu. Là. Tantôt, vous parliez de famille. Je n'ai pas abordé tout le volet amical, mais j'ai un bon noyau d'amis aussi qui me donne un support extraordinaire. Là. Ah, c'est super, parce que ça doit être très difficile aussi mentalement, en fait. Là. Bien, personnellement, puis c'est sûr que, bon, je peux pas savoir qu'est-ce qu'un couple doit vivre, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus facile. En tout cas, je pense qu'il y a cet avantage-là dans la solo-parentalité, dans le sens que, oui, j'ai mes émotions à moi, mais j'ai juste les miennes à gérer. Ouais, t'as pas la pression. C'est ça. Dans le sens qu'un couple qui vit ça en couple, ben là, des fois, c'est la femme ou c'est l'homme qui ont un problème physique, je vais dire ça comme ça, ou pas du tout, ou puis là, ben, ils ont leurs émotions respectives, il faut qu'ils mettent ça en commun, qu'ils soient toujours au même diapason. Je pense que ça amène une contrainte supplémentaire que ce que moi j'ai vécu, où j'avais à je le dis à la blague, mais à me gérer tout seul, tu sais, à me gérer juste avec moi-même. Puis j'en parlerai un peu tantôt, je pense qu'il y a des avantages à ma situation, il y a des inconvénients, là, on pourrait en nommer plein, mais il y a aussi les avantages il y a cette difficulté-là. C'est pas une difficulté, mais en bref, ce défi-là supplémentaire en couple, parce que t'as 2 personnes qui le vivent pas de la même façon. Effectivement. Fait que ça a été pas mal ça, là, les démarches, puis les processus. Puis quand, juste terminé, le stress que j'ai eu le plus, moi, dans mes 2 grossesses, c'est que, puis là, on se ramène en 2015 environ, mon fils avait environ 9-10 mois, et là, on avait un gouvernement qui voulait rendre la fécondation in vitro illégale. Ah oui. Illégale, complètement illégale au Québec pour les femmes de 42 ans et plus. Et là, moi, j'allais avoir 42 ans à l'automne. Donc, ça a été un petit sprint, ma 2e grossesse. J'ai accéléré le processus pour m'assurer de pouvoir faire ça en toute légalité. Finalement, c'est des projets de loi qui n'ont pas passé. Mais bref, le gouvernement de l'époque voulait vraiment rendre ça illégal au Québec pour les femmes de 42 ans et plus. Donc, ça a été, je vous dirais, dans tout mon processus, le facteur de stress supplémentaire parce que moi, j'avais encore des ovules fécondés
dans le congélateur. Puis, j'avais bien l'intention de retourner au moins pour une tentative. Est-ce que c'est indiscret de savoir, tu n'avais combien encore? Il en restait, dans le fond, moi, dans tout le processus, il en extrait une quantité, puis moi, il en avait resté 3, là. Ah, OK. wow, quand même! Oui, 3, mais on ne sait jamais tant qu'ils décongèlent Non, pas. On ne sait pas s'ils effectivement. vont être viables ou pas. Donc, c'est ça. Moi, comme je vous dis, j'ai été chanceuse. Je fais monter les statistiques parce qu'il y en a eu 2 de viables en 2. Oui, c'est Wow. ça. Ça a tout de suite fonctionné Oui, du tout de premier suite. coup. Là. Oui, en fécondation in vitro. Oui, ouais. c'est ça, en fécondation ça. in vitro, exactement. là. Mm, mm. Fait que ça, c'est pas mal le processus médical, je vais dire comme ça. Puis, Pour le reste, j'étais un peu plus dans le déni, puis je me disais, Ça va bien aller. ça va bien aller. Ben, ça a porté fruit. Regarde, Exact. on a 2 merveilleux enfants aujourd'hui. c'est Exactement. une belle attitude que tu as adoptée quand même, de juste foncer puis de croire en tes rêves, de croire en ce que tu Mm. voulais fondamentalement. là. Ah, c'était C'est viscéral. merveilleux. C'est inspirant. Puis c'est quoi tes principaux défis que tu rencontres au quotidien en solo-parentalité? Là, c'est là que ça c'est comme un... Ben, vous savez que la vie va vite, hein? Je vous apprends rien aujourd'hui. Fait que la vie va aussi vite pour moi, je vais le dire comme ça. Les principaux défis, c'est ça. C'est les défis, puis l'avantage aussi, parce que les défis d'avoir des enfants, c'est de vouloir leur donner le meilleur, de l'éducation, de donner les valeurs. Donc, je vous dirais, dans ma situation, c'est quand même un avantage dans le sens que, bon, encore une fois, en couple, puis je veux pas dénigrer le fait d'être en couple, pas du tout, là, mais c'est juste une question de défi. Il faut que tu te mettes en phase avant d'abord sur tes valeurs, sur l'éducation que tu veux donner à tes enfants, etc. Donc ça, moi, ce dilemme-là, quand il y en a un, parce qu'il n'y en a pas tout le temps non plus, je veux dire dans le sens que Oui, plein de couples s'accordent bien, puis c'est parfait, là. Aucunement, moi, l'idée de dénigrer ça. Mais il faut que je vois les avantages dans ma situation, oui, tout donc à je fait. focus là-dessus. C'est bien correct. Fait que bref, j'ai pas cette négociation-là à faire, dans le fond. Fait que, par contre, ça vient aussi avec les inconvénients que, ben, la charge d'une famille, la charge d'une maison, la charge des responsabilités financières, bref, la charge de tout repose seulement sur mes épaules. Fait que ça amène plus un stress, puis vu mon âge, le défi, c'est de me dire, je leur donne le mieux. Puis on dit, nos parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Fait que j'essaie de faire ça au mieux dans ma situation, de leur donner le plus possible en fonction de ce que je suis capable de leur donner, d'essayer de ne pas trop comparer, puis de le faire de façon le plus zen possible, parce que c'est facile, je vous dirais, dans les plus grands défis, là, de s'oublier comme maman, mais comme femme aussi, puis etc. Donc, c'est le temps. Le plus grand défi, c'est la gestion du temps, puis le temps pour moi-même, pour rester en forme et en santé, pour m'occuper d'eux au mieux. Ça, c'est un défi de constant. Puis aussi, ben, le défi d'accomplir toutes les tâches qu'on a à accomplir, puis de lâcher prise sur bien des choses, parce que tout ne peut être parfait. Effectivement, le lavage peut attendre, mettons. Oui, exactement. Puis le ménage, Oui. puis bien d'autres choses. Puis, tu sais, c'est... mais tu sais, c'est la même réalité, par contre, que n'importe quelle famille, qu'on soit seul ou en couple, dans le sens que même si tu es en couple, il y aura toujours des familles mieux nanties, que là, tes enfants te disent « Ah, ben moi, j'aimerais savoir ça. Ouais. » Fait qu'il faut s'adapter à notre réalité, peu importe quelle qu'elle soit. Mais le défi, c'est surtout là, je dirais, le plus grand défi ou ma plus grande crainte, ça a toujours été si moi, il m'arrive quelque chose, là, Ouais. il y a pas d'autres parents. Il va y avoir des gens pour prendre le relais parce que ma famille est proche, tout ça, et ils ne laisseront pas tomber mes enfants, j'en suis certaine. Mais il n'y a pas un autre parent pour prendre le relais. Fait que le stress le plus grand, il est plus à ce niveau-là. Puis là, ben, plus mes enfants grandissent, ben, plus ce stress-là diminue. Puis je me dis, ben là, ils deviennent de plus en plus autonomes. Puis... J'avoue que quand il devait être bébé, vraiment. C'est ça. Plus bébé, c'était plus tannant. Là. Mais là, ça va mieux. Là. Ce stress-là, ben, puis avec l'âge aussi, on prend de la maturité. Tu te permets de sortir. Oui, un peu plus. Puis de faire garder un peu plus. Mais pas tant. Non, Il y a eu la COVID aussi, il ne faut pas l'oublier. Là. Ah oui, ça a joué énormément. Oui. J'avoue que ça a dû rajouter un facteur de stress. Oui, la COVID. Ben, c'est le même stress que tout le monde, là, Ouais. dans le sens que la COVID, Tu veux pas que on veut t'arrive l'oublier. quelque chose? On Ouais. veut l'oublier. Ah oui, on veut l'oublier. C'est derrière n'en parlera nous. pas aujourd'hui. Non, effectivement, c'est derrière nous. Ben écoute, suite à ça, on aimerait justement savoir c'est quoi les avantages. Ben, je l'ai nommé un peu tantôt dans le sens que c'est sûr que j'ai
j'ai pas à faire de compromis sur l'éducation, sur les valeurs, sur qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine, à part les compromis avec les enfants, parce que là, maintenant... Ils ont leur opinion. Ils ont leur opinion. Mais... Tu sais, c'en est un avantage. J'ai pas d'attente aussi, hein. Je veux dire, bon, j'ai plein d'amis, là, donc... Puis je voudrais pas que les conjoints se sentent visés, mais il reste que quand on se fait des soupers de filles, j'entends tout le temps, puis j'ai toujours entendu, puis je l'ai vécu chez mes parents aussi, avec ma mère. Tu sais, on a un conjoint, on a des attentes envers l'autre. Tu sais, c'est le combat d'une vie. On devrait pas en avoir, mais on en a tout le temps. Fait que bref, j'ai pas d'attente, tu sais, dans le sens que je le sais que c'est moi qu'il faut qu'il fasse. Donc, c'est un inconvénient parce que toute la charge repose sur mes épaules, mais c'est un avantage parce que ça ne vient pas avec parfois des périodes d'insatisfaction ou d'irritation ou de tout ça. Puis encore une fois, tu sais, le volet... je ne veux pas dénigrer le volet du couple, pas du tout. Je n'ai pas mis une croix là-dessus. Là. La vie fait en sorte que c'est... Il n'y a pas grand temps pour chercher pour autre chose. Mais bref, ça reste que c'est quand même un avantage à ma situation. Il y a plein d'autres inconvénients, mais il y a cet avantage-là. Fait que je le prends. Oui, c'est correct. Pour le moment. Non, c'est quoi les questions que tu te fais le plus poser, en fait? Ou que tes enfants se font le plus poser, oui, peut-être? oui, exactement. C'est drôle parce que, justement, mon fils lisait les questions ce matin, puis il disait, ben moi, maman, à l'école, ce qu'on me demandait tout le temps, c'est, ta maman, comment elle a fait? T'sais, comment elle a fait pour faire un enfant tout seul, ça se peut pas. Ou ils se font dire, ben non, ça se peut pas que tu n'aies pas de papa. Il est-tu mort? Il est-tu séparé? T'sais, tes parents sont séparés, mais tu sais, ça... Fait que, puis c'est correct, c'est pas dit méchamment de la part des enfants. C'est de l'inconnu. C'est l'inconnu, exactement. Fait que mon fils me disait ça ce matin, comment c'est possible d'avoir un enfant tout seul. Puis mes enfants, j'ai adapté le discours en fonction de l'âge, bien entendu, mais pour essayer le moins possible qu'ils se sentent justement stigmatisés par le fait de ne pas avoir de papa ou une deuxième maman, ou tu sais, il y a plein de modèles de famille maintenant. Totalement. C'est ça. Je leur expliquais là, depuis qu'ils sont en âge de comprendre, puis dans un langage adapté que eux, ils ont une seule maman, puis qu'il y a différents modèles de famille, justement. Que, tu sais, moi, j'ai des amis que c'est deux mamans, puis que, bon, il y a des gens que c'est deux papas, j'en connais pas, mais ça existe. Il y en a qui avaient un papa puis une maman puis sont séparés. Ils ont plein d'amis qui ont un papa, une maman, beau-papa, belle-maman. Donc, tu sais, il y a tous ces modèles de famille-là, puis il n'y en a pas une mieux que l'autre, là. Ça dépend des circonstances de la vie. Puis ils connaissent aussi le processus en gros. C'est la question la plus souvent, c'est un peu ça. Puis de la part des adultes, ça a été... La question qui revenait le plus souvent, c'est le fameux catalogue. Parce que, tu sais, je ne l'ai pas nommé tantôt, mais en fécondation in vitro, là, c'est un choix qu'on a à faire. Puis, en tout cas, ceux qui me connaissent le savent, vous diraient que pour moi, faire des choix, c'est pas facile. Donc, si je m'étais arrêtée vraiment à tout analyser, je serais encore là à essayer de choisir parce que c'est vraiment des catalogues là, avec des caractéristiques physiques. Tu n'as pas toutes les indications, bien entendu. On n'a pas... on ne sait pas c'est qui, là. Donc, tu sais, une des questions qu'on me posait, c'est tu sais qui le donneur, nanana. Fait que non, je leur expliquais. Et non, c'est un catalogue, un numéro dans un catalogue, puis il y a différents catalogues, puis différentes compagnies, en fait, de banques de donneurs. Tu n'as pas la photo de la personne, tu as juste la description physique, mettons? Oui, les descriptions. Blonds, yeux bleus. C'est ça, exactement. La grandeur, un bagage génétique aussi, là, de maladies médicales. Puis à un moment donné, j'avais écouté, si je peux faire une parenthèse là, par rapport à la question, j'avais écouté un documentaire je pense que c'était à Télé-Québec, sur des enfants qui avaient été marqués là, par le fait que les parents, mettons, n'avaient pas dit qu'ils avaient été adoptés ou que des choses comme ça. Puis il y avait ces enfants-là, ce qu'ils exprimaient surtout, c'est une quête de savoir c'est qui, tout ça. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que les enfants étaient rendus à 2 ans, peut-être mon fils à 3 ans, 3 ans et demi, ma fille 1 an et demi, 2 ans, en tout cas, je ne me rappelle pas exactement. Puis j'avais la possibilité d'ajouter un supplément d'information. On va dire ça comme ça. Puis dans le supplément d'information, là, tu avais un bagage un peu plus grand. Là, ça allait, mettons, aux parents du donneur, le bagage génétique, ces choses-là. Tu sais, je trouvais ça quand même important s'il y a des maladies, des choses comme ça. Habituellement, par contre, ils n'en ont pas parce que c'est criblé sur le volet.
Puis, j'ai pas de photo adulte, mais j'ai une photo du donneur bébé, enfant. Puis, un extrait audio d'une entrevue comme ça sur ses motivations, etc. Donc, on entend sa voix. Le son de la voix. Donc, c'est quelque chose que quand mes enfants seront en âge puis qu'ils poseront davantage de questions, que je pourrai leur donner là, pour apaiser. Pour pas que ça devienne un facteur irritant, là, je veux dire, dans leur vie, de ne pas savoir leurs origines. Une quête, c'est le bon mot. Fait que c'est un peu ça, là, les questions. Là, c'était, pour les enfants, je vous expliquais, puis pour les adultes, c'était surtout là, qui, le comment, catalogue. Le catalogue. Il était-tu beau? Je ne sais pas. La description était belle. C'est ça, exactement. Ah, c'est super. Puis, suite à ça, justement, tu sais, souvent, les gens te posent des questions, mais est-ce qu'il y a des préjugés, des jugements à laquelle tu dois faire face? J'en ai, honnêtement, là, j'en ai pas... je sais pas si ça se disait dans mon dos, mais j'en ai pas senti, tu sais, ça aurait été un peu malaisant, quelqu'un qui me l'aurait dit en pleine face, je vais le dire comme ça, mais j'en ai pas senti, moi, du moins, là. C'est plus ouvert aussi. C'est plus ouvert aujourd'hui, puis en tout cas, pas de mes proches, de mes entourages. Tu sais, je vous dirais, les plus grands préjugés que j'ai, c'est pas face à ma famille particulière, c'est plus le fait que je sois célibataire encore. Okay. Tu sais, puis c'est pas un préjugé, tu sais, c'est plus... comment tu fais pour être encore toute seule? J'ai juste pas le temps. C'est la vie, puis j'ai juste pas le temps de... C'est ça, travail, famille. C'est ça, exactement. Le plus grand défi, là, c'est plus la conciliation travail-famille, là, quand on travaille à temps complet, puis la famille, puis tout ça. Puis au début, en fait, j'en voulais pas non plus. Je voulais pas, s'il y avait quelqu'un qui serait arrivé dans ma vie comme ça, je sais pas comment j'aurais réagi, mais au début, moi, je voulais pas un père pour mes enfants. Ouais. Donc, puis, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de roulement dans les relations, je vais le dire comme ça, puis je voulais pas non plus faire subir à mes enfants un papa qui va être là puis qui va repartir, tu sais, parce qu'eux auraient pu s'associer facilement à une figure parentale, paternelle. Ils ont une figure masculine, tu sais, mon père, mon frère, tu sais, ils sont quand même entourés de figures paternelles ou masculines, donc je pense pas qu'il y ait un manque par rapport à ça, mais je voulais pas, moi, c'est ça, c'était, je sais pas, c'était dans ma tête à moi, là. C'était tu voulais comme pas que ça devienne une obligation. Non, c'est ça, puis je voulais pas que mes enfants subissent mes choix à moi, dans le fond, je vais le dire comme ça. Puis en même temps, j'ai pas fait une croix là-dessus, mais bon, la vie a fait que c'est comme ça que ça se passe, puis plus tard, on verra. À suivre. À suivre. Puis, est-ce que tes enfants te posent beaucoup des questions? Est-ce qu'ils te posent des questions, des fois? Pas encore, parce qu'en même temps, j'ai pas attendu les questions pour leur expliquer. Ouais. T'es allée au-devant. Je suis allée au-devant en leur expliquant depuis qu'ils sont en âge de comprendre. Là, je serais probablement rendue à l'étape d'expliquer un peu mieux. Parce que là, mon fils, tu sais, on le voit pas, la vie va vite, il va avoir 9 ans bientôt. Je serais rendue, comme tout parent, probablement expliquer un peu les processus biologiques et la sexualité, tout ça. Je n'ai fait des petits bouts, là, mais là, je serais due pour une bonne petite mise à jour. Fait que je pense que les questions vont venir plus au fur et à mesure, mais en même temps, en tout cas, pour l'âge qu'ils avaient, aller jusqu'à encore voilà, 1 an ou 2, ils posaient pas tant de questions parce que je leur ai expliqué. Ouais, qu'est-ce que c'était. Fait que non, mes enfants, ils en posent pas vraiment des questions. Il y a ma fille, là, des fois, qui me disait « Ouais, mais maman, j'étais où? » Ouais. Puis, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je pense, non. Bref, ma fille, elle, dans le fond, parce que les extractions d'ovules ont été faites toutes en même temps, et ils ont toutes été fécondés en même temps par le même donneur, parce que moi aussi, je l'ai pas dit, mais des fois, en insémination, d'une fois à l'autre, tu n'avais pas le même donneur. Là, moi, ils ont été extraits, fécondés, en même temps, puis en attendant, ma fille était congelée. On va le dire comme ça. Donc, moi, j'expliquais à la blague, pendant qu'Henri était dans mon ventre, toi, tu étais dans un congélateur spécial à Montréal, dans un hôpital spécial. Fait qu'elle trouve ça bien comique. C'est quand même drôle. Mais c'est vraiment mignon parce que c'est ça. C'est ça pareil. C'est vraiment la réalité. Super. Puis on aimerait ça savoir grossièrement, ça se passe comment ton quotidien?
Une journée atypique dans la vie d'Esther. Une journée typique, c'est la course contre la montre, comme n'importe quel parent. Puis, tu sais, dans le fond, les mamans aussi qui sont en couple, mais que les papas, par exemple, font du 14-14 ou qui ont la même charge pendant minimalement 2 semaines. C'est sûr que quand les enfants étaient plus petits, c'était plus compliqué, là. Tu sais, quand ils sont allés jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, là, que ça marche encore pas trop, etc., c'est plus compliqué parce que, bon, la garderie le matin, etc. Là, moi, ils sont rendus à... Mon fils va avoir 9 ans au mois de juin, ma fille va avoir 7 ans au mois d'avril. Ils sont tous les deux à l'école. C'est beaucoup plus facile là, depuis l'intégration au scolaire. L'école est en face de chez nous. Ça a beaucoup facilité ma vie parce que, bon, le matin, c'est la préparation des déjeuners, des lunchs, des collations, aller porter au service de garde où, dans le temps, c'était à la garderie, aller travailler, revenir du travail, aller chercher les enfants. C'est la même chose que tous les parents, là. Le souper, les devoirs, les activités. Tu sais, là, les enfants sont plus grands, donc ils aident plus, sont autonomes, se laver, s'habiller, ces choses-là. Mais là, l'autre défi qui embarque, c'est les activités. Fait que là, c'est de jongler avec l'horaire des activités des enfants, de ne pas vouloir en brimer un plus que l'autre, etc. Donc, je dirais, c'est vraiment la course contre la montre, mais ça, c'est... En tout cas, moi, je pense que c'est le défi de tout le monde, là. Peu importe notre situation, il reste que la gestion du temps, puis d'avoir l'énergie pour tout ça, là, c'est plus là qui est le défi, puis de ne pas s'oublier là-dedans, là, ce qui, moi, dans les dernières années, était clairement un oubli flagrant. Là, j'essaye de reprendre un peu plus de temps pour moi. Les enfants prenaient de l'autonomie, c'est un peu plus facile. Tu te le permets un peu plus, disons. Oui. C'est bien un ça. peu plus. On aime ça, les gens qui prennent soin important. Ouais. Mais c'est pas sûr tant, que par exemple. la réalité fait en sorte que ça peut être plus difficile, C'est mais ça. qu'est-ce qui est formidable, c'est que là, tu t'en es rendu compte, puis là, tu peux le faire. Oui, exactement. Puis en même temps, il faut avoir le goût de le faire aussi. Oui, Fait que, effectivement. Il faut que l'envie soit là. Puis on a eu 2 ans de COVID où on s'entend qu'on... on le prenait pas du tout le temps. C'est ça, exactement. On n'avait pas le droit de sortir. Fait Non, qu'on est c'est devenu ça. un peu plus... On savait plus quoi faire. Oui, puis un peu plus casanier aussi, Oui. hein? Fait que, Oui, tu sais, c'est de reprendre le beat, là, c'est... De Cosy. sortir, Ouais. d'aller faire des activités, Ouais. d'accepter des soupers, tout ça. Ouais. là, Mais tu sais, des activités, j'en fais quand même beaucoup. Tu sais, je vois des gens, là, mon fils joue au hockey. Fait que je vous dirais hockey que... mom? Ouais. on voit plein de monde, on sort à toutes les fins de semaine. À l'aréna. À l'aréna, Let's go, on va se faire exactement. un petit café, Ma mais- fille a ses activités aussi, mais tu sais, c'est ça, tu sais, je manque pas de social. Tu sais, on a du social au travail Oui. aussi, j'ai des amis. Fait que, tu sais, en tout cas, je manque pas de vie sociale, là, malgré tout. Là. Mais c'est correct de vouloir rester à la maison aussi, des fois. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait du bien parfois. Exactement. Sinon, c'est quoi la pire chose ou le pire commentaire que tu as entendu? La vie est bien faite. Hein? Si j'en ai eu, je les ai occultés. Vraiment, là, j'ai réfléchi. Tu sais, j'avais les questions pour me préparer, puis je me souviens pas. Je crois pas. Je crois pas d'en avoir eu. Mais comme tantôt, tu disais, tu sais, t'es super bien entouré, puis tout le monde t'a quand même bien appuyé dans ta décision. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ça l'aide à pas avoir de commentaires négatifs. Négatif, ouais, c'est ça. Non, j'en ai pas entendu. Ben, c'est tant mieux, mais Ou les gens à ou les l'inverse, gens avaient une gêne, là. Ils ben, disaient c'est tant pas. correct. mieux aussi. On aime ça, les gens qui gardent leurs commentaires négatifs. Est-ce que tu as eu des beaux commentaires à l'inverse? Oui, des beaux commentaires. En fait, des fois, puis avec ça, j'ai toujours un petit peu un malaise parce que moi, je le sens pas comme ça, du moins. En tout cas, les gens, le plus souvent, ce qu'ils me disent, c'est « Wow, t'es courageuse, comment tu fais? Moi, je serais pas capable. » Je pense que tout le monde qui ferait ce choix-là finirait par être capable de le faire, dans le sens que c'est un choix. Puis c'est souvent la réponse que je fais, c'est que je subis pas ma vie, je l'ai choisie. Tu sais, je veux dire, oui, des fois, c'est plus difficile, mais je me ramène toujours à me dire, c'est un choix que j'ai fait. Donc, ça vient aussi avec les responsabilités qui venaient avec ça. Puis ça me rend un peu plus mal à l'aise de dire, c'est pas un exploit, tu sais, j'ai pas couru le marathon, j'ai pas, tu sais, c'est pas en tout cas, moi, dans mon livre, à moi, c'est pas un exploit, c'est juste un choix qui, oui, a des contraintes. Je le fais au mieux que je peux, mais les plus beaux commentaires, c'est quand même des commentaires positifs, là. Ben oui. C'est ça, les gens disent que
que c'est courageux de ma part, là. Mais bon, c'est-tu du courage ou... Une envie viscérale. C'est ça, Une exactement. volonté, Une volonté ouais. profonde. Moi, je pense que c'est plus ce volet-là. Ce qui, moi, me rend le plus fière, je veux dire, ou les plus beaux commentaires, c'est plus quand j'entends, mettons, à travers les commentaires des éducateurs ou non des professeurs que mes enfants, ben là, sont bien élevés. Je veux dire ça de même. Mhm, C'est une vieille expression que j'aime Oui. pas, mais quand même, sont gentils avec les autres amis, ces choses-là. Ben, c'est plus ça, moi, qui me dit que, bon, ben, j'ai réussi un petit peu mon rôle de parent, bref. On continue comme ça. On continue comme ça. Puis de me faire dire que j'ai une belle famille. T'sais, on revient à la famille. Que mon plus beau commentaire à moi, c'est ça, parce que je voulais avant tout, c'est avoir une famille. Donc, d'avoir une belle famille, d'avoir ma famille, ben c'est le plus beau commentaire qu'on peut me faire puis qu'on me dit des fois. C'est ça. Dans le fond, j'ai fait ma job de parent aussi... au mieux, du moins, au mieux que j'ai pu. Puis mes enfants, comme tous les enfants, puis comme moi, je l'ai fait avec mes parents, ils vont sûrement avoir plein de choses à me reprocher quand ils vont être plus grands. Sûrement. Puis je vais leur dire, ben, j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais. Effectivement. Ben nous, Ouais. on tient à te le dire, t'as vraiment une belle famille. Ah, ben merci, Vraiment. c'est Les enfants gentil. sont adorables, puis c'est beau de vous voir ensemble, vraiment. là. C'est gentil. Et puis j'aurais une dernière question Oui. qui n'est pas sur la liste, mais je viens de penser à ça. En fait, ce serait quoi, mettons quelqu'un là, qui voudrait se lancer dans la solo-parentalité, quel conseil tu lui donnerais ou quelle réflexion tu lui apporterais à cette personne-là? Ben, c'est sûr que je lui dirais qu'il faut qu'à la base, ce soit un besoin justement viscéral, réfléchi. Tu sais, ça vient, je l'expliquais un peu tout le long de l'entrevue, c'est pas facile à tous les jours, là, mais c'est pas facile dans n'importe quelle famille, mais il reste que c'est un choix pour la vie. Tu sais, c'est un choix pour la vie, c'est des grandes responsabilités, puis que, dans le fond, faut être prêt à ça, puis de faire un choix conscient. Mais une fois que le choix est fait, puis que, je dirais, fonce, il y a quand même, tu sais, au début, là, moins maintenant, mais au début, j'avais quand même été sollicitée là, par certaines personnes, dont au moins une personne qui était venue me rencontrer chez moi, tu sais, pour comprendre le processus. Elle aussi était rendue là, puis tout ça. Je crois que sa vie a changé autrement par la suite. Elle a rencontré quelqu'un. Elle a sa famille aujourd'hui, mais c'est bien correct. Mais, tu sais, c'est ça. C'est dans le fond, ce que je lui avais dit, c'est ça. C'est un beau cadeau aussi à se faire, dans le sens que, bon, c'est un peu un choix égoïste, je vais le dire comme ça. Hein? C'est dans le sens que je voulais ma famille. Moi, je la voulais, mais en même temps, il faut que ce soit un choix égoïste, très, très réfléchi. Oui. Exactement. Il faut l'assumer aussi. Oui, exactement. Puis il ne faut pas l'assumer rien qu'un an ou deux. Là. Non, c'est ça. Il faut l'assumer longtemps. Là. C'est toute ça. la vie, là. C'est toute la vie. C'est toute la vie. Puis, tu sais, moi, j'ai été chanceuse dans le sens que j'ai 2 enfants en santé. Ça aurait pu être autrement, puis j'aurais été aussi toute seule pour ce volet-là. Donc, il faut y penser aussi, parce que ça peut arriver aussi. Mais bref, peu importe quelle grossesse, les parents... Les familles plus standards, disons, doivent y penser eux aussi. Là. Fait que, non, pour moi, c'est le plus beau cadeau de ma vie, là, dans le sens que je ne changerais pas mes enfants. Tu sais, puis des fois, tu sais, moi, j'ai attendu à 38, 39 ans. J'ai eu mes enfants à 41, 43. Mais, tu sais, des fois, les gens me disent, tu regrettes-tu de ne pas avoir fait ça plus tôt? Ben, aujourd'hui, je dis non, parce que ça ne serait pas ces 2 enfants-là que j'aurais. C'est un peu paradoxal dans ma tête de dire, mais si c'était à refaire dans le passé sans savoir ma vie d'aujourd'hui, peut-être que je l'aurais fait plus tôt, parce que veut pas, plus jeune, on a plus d'énergie, etc. Mais l'âge amène d'autres avantages, là, la maturité, moins de stress, moins de... C'est ça, il n'y a pas de situation idéale, là. Moi, je dirais à n'importe qui veut le faire, de bien y réfléchir, puis après de foncer tête baissée. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Tu es vraiment belle à voir en parler. Tes Bon, yeux ben, rayonnent, merci. c'est vraiment merveilleux. Ça fait plaisir. Ça peut aider d'autres gens. C'est surtout pour ça que je le faisais. Là. Ben oui, c'est vraiment très apprécié. Je suis pas mal sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter avec une oreille très ouverte. Donc, merci à tout le monde. Merci à la Télé du Haut-du-Lac, encore une fois, pour le merveilleux studio. Et on vous dit à la prochaine! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.